Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Les écoles fermées, les frontières fermées, les cafés, bars, restaurants fermés, la population confinée. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, c'est hélas la difficile réalité que vivent désormais de nombreux pays européens. Le responsable a un nom: le coronavirus. L'Afrique, au départ épargnée, est elle aussi désormais frappée et de plein fouet. Mais comment y fait-elle face? Qui peut arrêter ce virus? Quel peut en être l'impact sur nos vies et nos économies? Trois invités avec moi pour en parler. Docteur Sayave Nyumo, vous êtes un respectable médecin avec plusieurs casquettes, président fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé, membre du comité de pilotage médecine et communication pour l'Union africaine. Vous êtes d'abord médecin chirurgien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une affaire qui nous concerne tous. Merci de m'avoir invité. Ibrahim El Ali, vous êtes consultant international, expert en développement. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons dans cette émission précisément de l'impact de ce virus, de cette pandémie sur nos économies. Et c'est à juste titre que je vous invite. Merci à vous. Merci à vous également et bonjour à tous vos auditeurs. Il est un avocat mais aussi analyste politique, grand routier de Politicia, grand habitué de mon émission. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Tout a commencé dans la ville chinoise de Wuhan. En décembre 2019, nous dit-on, lorsque commençait par sévir le coronavirus, personne ne pouvait s'imaginer qu'il s'exporterait à des milliers de kilomètres de Chine. Écoutons ce que disait fin janvier 2020 Agnès Buzyn, alors ministre française de la Santé. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Nous étions donc fin janvier 2020. Agnès Buzyn, alors ministre française de la Santé, disait le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul, mais à sa décharge, je précise qu'elle parlait sur la base des fiches que les services techniques de son ministère lui avaient fournies. Elle a ajouté que ça pourrait évoluer. Docteur, comment ce virus a-t-il pu évoluer et s'exporter à des milliers de kilomètres de Wuhan? C'est justement là la question fondamentale. Quand la ministre de la Santé le disait, c'était sur la base d'observations. Oui. Observations épidémiologiques. Les virus, on les connaît un peu. Je ne dis pas qu'on les connaît, on les connaît un peu. Font partie d'un certain nombre de parasites du corps humain avec les bactéries et les parasites comme par exemple dans le palu. Le virus, il a une capacité de mutation qui est extrêmement, on dirait une centrale d'intelligence. Ce virus, les virus en général, ils sont capables de se recombinaison, de modification de leur système. Et c'est pour ça que, même en le disant, elle dit elle ne croit pas. Et le risque, elle parle du risque. Elle n'ose pas dire ça n'arrivera pas ou pas. Alors, ce virus est né à Wuhan. À sa naissance, on pensait que, il va rester là-bas. D'abord, on pourrait se poser la question d'où il vient. C'est ça la question fondamentale que je propose, monsieur Nyumo, que vous éclaircissiez. Ce virus vient-il d'un pangolin, comme on le dit, de la chauve-souris, d'un chimpanzé, du serpent? D'un laboratoire. D'où vient ce virus, s'il vous plaît? Alors, tout a été dit. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas avec certitude vous dire d'où il vient. On le connaît, on connaît son groupe, qui sont les coronavirus. Naturellement, il est logé où? Naturellement, les coronavirus sont partout. Mais celui-là et d'autres, naturellement, ils vivent sur, par exemple, des animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse contaminer un homme? Ça veut dire qu'il a changé son mode de vie, son mode de comportement, son génome, et qu'il se retrouve chez un homme. Et ensuite, comment se fait-il que celui-là, il puisse se répandre comme ça, aussi rapidement que les autres virus du rhume, par exemple, et être aussi dangereux? Tout ça, c'est là où je dis, c'est vraiment
c'est un défi pour la science. C'est un défi pour la médecine. C'est un défi qui devient maintenant un défi politico-économico, tout ce que vous voulez. Alors, Politicien, c'est une émission très sérieuse. On ne colporte pas ici les rumeurs. Mais, Brice Nzamba, très rapidement, il s'appelle Zhao Liangyang. J'espère que je prononce bien. Il est le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 12 mars 2020, il dit ce virus n'est pas chinois. Ce virus ne vient pas de chez nous. Ce virus a dû être introduit en Chine par les Américains. 14 mars. Ça a déclenché le courroux des Américains qui convoque immédiatement l'ambassadeur chinois aux États-Unis et qui démente les États-Unis, bien entendu. Comment se situer par rapport à ça? Oui, ben, en fait, ce qu'il faudrait voir, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces virus, en fait, cette pandémie arrive au moment où vous avez la Chine et les États-Unis qui sont coude à coude dans la conquête économique du monde, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a aussi la Chine qui tend à préserver son image intérieure auprès des Chinois, pour montrer qu'elle garde la main sur l'épidémie, qu'elle contrôle. Et donc, la circonstance de reconnaître que ces virus est chinois d'origine, ça peut être comme un aveu de faiblesse de la part du régime. C'est pour ça qu'il faut c'est dans le cadre de la lutte politique. Parce qu'il faut dire aussi que ce qui se joue en filigrane derrière cette épidémie, c'est aussi l'hégémonie du monde. Je parle sur le plan économique. Bien sûr. Voilà, parce que si on parle de guerre sanitaire, c'est précisément parce qu'il y a des enjeux économiques derrière cette épidémie. Donc quand la Chine pointe les États-Unis, c'est que la Chine, quelque part, veut nous dire que le principal bénéficiaire de cette crise sanitaire en Chine, économiquement, c'est les États-Unis. Et comme on dit souvent que pour trouver les responsables d'un crime, il faut voir à qui profite le crime. Et donc pour la Chine, l'État qui profite le plus de l'épidémie de ces virus-là en Chine, c'est les États-Unis. Par conséquent, ils pensent que ça pourrait être les États-Unis qui auraient importé le virus en Chine. Donc, on est dans une guerre économique, on est dans une guerre géopolitique, on est dans une guerre derrière cette épidémie. Donc ce qui se joue, c'est aussi bien le prestige des États, des grandes puissances, parce que c'est pour la Chine une question aussi de prestige national et international, de montrer d'une part qu'elle a été à la hauteur par rapport à cette crise, et de montrer d'autre part que cette crise, ces virus ne viennent pas de la Chine, mais c'est des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont jalouses de la Chine. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a eu des responsables chinois qui ont dit, nous allons voir comment les États-Unis, eux, vont gérer la crise chez eux. C'est ça, voilà. C'est vrai, et on en est là aujourd'hui. Ibrahim El Ali, très rapidement, s'il faut faire un premier constat au début de cette émission, c'est que finalement, nous sommes dans un monde tellement interpénétré, interdépendant, qu'un virus peut être né à Wuhan et quelques jours après ça atteint un petit village du Burkina Faso. Ben, ce qui est évident, c'est qu'on est dans l'ère de la mondialisation. On le voit bien avec le digital. Mais bon, je voudrais faire un petit historique quand même. On a toujours connu des pandémies, hein, que ce soit la variole qui a décimé les Arméniens, que ce soit la peste noire, que ce soit le choléra. On a toujours connu ça. Mais l'époque moderne est une époque qui est un accélérateur réellement. Mais pour revenir à l'aspect géopolitique, il y a un aspect aussi de responsabilité juridique qui est important. Est-ce que ça vient de la Chine, des Américains? Peu importe. De savoir d'où ça vient, ce désastre économique mondial ou sanitaire. Mais ce que je voudrais soulever ici, qui me semble très important, et qui est aussi géopolitique, et même économique, c'est que la plupart des valeurs technologiques chinoises appartenaient à des fonds de pension américains. Quand ils ont vu cette brusque arrêt de l'économie chinoise, tout le monde a vendu à bas prix. Et l'État chinois, qui avait les moyens financiers, a tout racheté. C'est vrai. Et en 2-3 jours, ils ont gagné plus de 25, 30, 40 milliards de dollars. Et ils sont maintenant détenteurs de toutes les valeurs technologiques chinoises Et donc, les Chinois ont su... Le virus a profité. Le virus a été... On ne sait pas d'où ça vient, quelle est l'origine. D'ailleurs, le coronavirus est connu par les biologistes depuis longtemps. Mais comment ça s'est diffusé? En tout cas, les Chinois ont su non seulement contenir ce virus avec une politique, disons, très ferme au niveau de la population, mais aussi rebondir économiquement pour acheter toutes les valeurs technologiques qui sont l'avenir du monde, comme vous le savez. Docteur Sayave Nyumo, il faut quand même revenir sur une question simple.
une question basique. S'il est admis que ce virus existe et est logé dans l'organisme de certains animaux, comme la chauve-souris, le pangolin, etc., les Chinois, mais pas seulement, ont toujours mangé du pangolin, ont toujours mangé la chauve-souris. Comment se fait-il que c'est maintenant que ce virus va contaminer l'homme? Alors ça, c'est le défi de la science, comme je vous dis, et de l'intelligence que nous ne maîtrisons pas. L'intelligence de ces petites bêtes en particulier. Parce que ce virus-là, au moment où il est sorti, il n'est plus le même que celui qui est dans le pangolin. Il n'est plus le même. Il a modifié sa structure. Et ce virus-là, la manière dont il a agi en Chine, peut-être qu'en arrivant en France, ça ne sera plus de la même manière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories qui circulent il faut faire attention, il faut attirer l'alarme. On dit que les enfants ne sont pas touchés et autres. Peut-être que le virus va toucher les enfants. Ah mais il y a une nouveau-né qui a été testé positif déjà. Oui, parce que ça c'était l'observation. Mais il a une capacité de mutation telle qu'on court derrière scientifiquement. Monsieur Donc Numon, vous n'êtes pas virologue, je sais, vous êtes médecin, chirurgien. Oui. La question taboue. Posons-la quand même. Oui. Est-ce que quelqu'un a pu créer, a pu manipuler ce virus dans un laboratoire? Alors, s'il y a eu la manipulation de ce virus dans un laboratoire est possible, il peut donner ça. Mais le changement naturel, l'adaptation du virus lui-même est possible et peut donner ça. Donc aujourd'hui, on n'a aucun argument pour dire qu'il a été manipulé. On sait qu'il peut avoir été manipulé, mais on sait aussi qu'il peut le faire sans manipulation. Donc au fond, l'homme n'a aucune prise sur ce virus. Mais puisque vous nous dites qu'il a toujours existé, la question c'est pourquoi c'est maintenant qu'il contamine? Si on le savait, on aurait pu arrêter. On aurait pu arrêter. Ça montre toutes nous, et même c'est pour ça que votre émission politicien est intéressante. Parce que politiquement, on est tout le temps en train de se vanter. Voilà ce qu'on sait faire. On va sur la Lune, on fait ceci, on fait cela. Mais quelque chose qui va nous bloquer tous, on n'a même pas été capable de savoir ce qui va nous arriver. Alors ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Et c'est même effrayant. On a fait effectivement comprendre à l'Afrique qu'elle est pauvre, qu'elle n'a rien, n'a pas d'armée bien formée. Ils se sont classés en puissance. Certains sont proclamés première puissance, d'autres deuxième puissance, troisième puissance, etc. Et là, c'est un virus venu d'un pangolin qui assiège tout le monde, Brice. Et ça nous remet en face de la fragilité de ce que le père Théla de Chardin appelle la civilisation mécanique. Oui, on a des porte-avions, on a la bombe atomique, on a des rafales, les missiles intercontinentaux, mais là on est assiégé par un virus venu d'un pangolin ou d'une chauve-souris. Comme dit quelqu'un qui n'a pas de cervelle. C'est l'angle mort. Hein. Il faut dire que c'est l'angle mort de la gouvernance parce que souvent, comme on dit gouverner, c'est prévoir. Les États ont tendance à prévoir plus les risques qui leur paraissent le plus immédiat, le plus évident. Voilà, le plus évident. C'est-à-dire qu'on se dit toujours que on doit développer les armements, l'arme nucléaire, etc. pour dissuader que les gens nous attaquent sur notre territoire. Ensuite, il y a aussi le système politique parce que quand on est dans un système politique libéral, on tend par exemple à privatiser le secteur de la santé. Et donc, ce qui fait que souvent, on l'a vu même en France, hein, il y a eu une sorte de délaissement du secteur sanitaire et qui fait qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays européens, dans de nombreux pays européens, on voit la vulnérabilité du système. Voilà, parce que nous, on a souvent tendance à dire, et à raison, en Afrique, on est d'accord, on va revenir. Voilà, c'est-à-dire que il y a souvent cette quête de la puissance qui est justifiée, puisqu'un État a vocation à devenir puissant, hein, il faut le dire. Mais dans la quête de la puissance et dans la prévoyance, souvent on ne pense pas, parce qu'on croit qu'avec le développement de l'hygiène, avec le développement du niveau de vie, on ne peut pas encore être victime de ce genre de virus. Parce qu'on croit souvent que les virus viennent souvent de la malpropreté, viennent souvent d'un mode de vie un peu primitif, etc. Parce qu'on pense que plus on est sophistiqué dans la façon de vivre, plus on s'éloigne des maladies ou de certaines maladies. Donc il y a des maladies de pauvres, il y a des maladies de pauvres, il y a des maladies de riches. Donc on peut entendre que Ebola arrive en Afrique, on va dire bon, c'est un peu normal, c'est des gens qui vivent un peu comme au Moyen-Âge, ils vivent à proximité des animaux, ils mangent des... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend que malgré tout ça, on peut avoir un mode de vie sophistiqué, on peut avoir un mode de vie dit civilisé, mais on n'est pas pour autant
exemptes de ces genres de virus. Donc, ça réfonde en fait ça réfonde la vision et la compréhension de la puissance. Voilà, parce que la puissance, c'est aussi, parce que quand on parle de la santé, c'est un élément de l'ordre public d'un État. Donc, la santé doit être contrôlée pour le public. Et donc, quand on a vocation à être un État puissant, ou quand on dit qu'on est un État puissant, on doit avoir la possibilité de rassurer ses citoyens et de les protéger sur le plan de la santé. Comment comprendre ça, monsieur Ibrahim El Ali? On a couru après le gigantisme technologique, la modernité. Et là, c'est un virus qui nous rappelle que nous ne sommes absolument rien. Mieux, ce virus contamine tout le monde. Que tu sois américain, chinois, japonais, africain, il ne fait pas de différence entre ressortissants de pays développés ou de pays sous-développés. Bon, apparemment, l'Afrique quand même est un peu prémunie, un peu. C'est ce qu'on pense, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais bon, ce qui me semble important, en tout cas pour revenir, en tout cas sur l'aspect africain, c'est que ce qu'il a dit mon confrère tout à l'heure, l'élément de puissance. En Afrique, ce qu'on voit souvent, c'est que nos gouvernants, nos décideurs mettent le paquet sur les infrastructures, les routes, les autoroutes, les ponts, et la question sanitaire, elle est laissée de côté, alors que c'est ça le développement inclusif. On doit commencer par là. Mais c'est ça que le peuple ressent. Et est-ce qu'il est bien soigné? Est-ce qu'il est bien éduqué? Est-ce qu'il a une bonne justice? Ensuite, parce qu'on dit souvent, on l'a entendu en Côte d'Ivoire, que les ponts et les autoroutes ne votent pas. Et c'est pas, on ne le ressent pas. Et ça, j'ai assisté à beaucoup de conférences, même avec des décideurs politiques, où en tout cas, ce qui ressortait, c'était le besoin en hôpitaux, en besoin sanitaire. On voit encore en Afrique des femmes accoucher dans des jardins. Et ça, c'est le renforcement des capacités de l'État au niveau sanitaire. Et comment utiliser des accélérateurs comme la télémédecine, le docteur en parlera, pour permettre un peu de cartographier toute l'Afrique et comment faire des accélérateurs pour pouvoir soigner tout le monde quand c'est besoin. Et il y a l'intelligence artificielle. Comment utiliser la connaissance, la science maintenant pour aller dissimer un peu l'aspect sanitaire un peu dans toute l'Afrique. C'est vrai qu'un petit virus nous met en branle, mais c'est aussi... Nous assiège et nous révèle nos failles, nos faiblesses, nos insuffisances. Et comme toutes les guerres, quand on en ressort, on devient beaucoup plus fort. Mais maintenant, toute la question, c'est comment l'Afrique peut utiliser ça pour être un accélérateur et créer ces questions sanitaires. On en parlera tout à l'heure, mais très rapidement. Monsieur Nyoumou, ce 16 mars, le président français, dans son allocution, parle de guerre. Nous sommes en guerre. Avant de parler de comment l'Afrique réagit par rapport à cette pandémie, que dire de comment elle est gérée dans les pays européens? Vous savez comment l'Italie y fait face, comment l'Espagne y fait face, comment la France aujourd'hui y fait face. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Toutes ces mesures de confinement qui sont prises pour, dit-on, protéger, vous en dites quoi? Alors d'abord, ce sont des mesures qui sont justes et qu'il fallait prendre parce que justement, on ne maîtrise pas la situation. On est d'accord qu'il n'y a aucune espèce d'exagération, comme certains le disent. Non, personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'exagération parce qu'on ne maîtrise rien. Donc ça, c'est une évidence. Alors, après ça, quand on voit donc toutes ces mesures qui ont été prises, le confinement, il y a tout ça qui est arrêté, et qu'on est en guerre, comme il dit. Oui. Pourtant, on a un des meilleurs arsenals de guerre du monde. Oui. Donc ça rejoint un peu ce que le maître disait tout à l'heure. L'arsenal de guerre, il est fait pour un ennemi qu'on voit en face. Oui. Il est fait pour que je sais que lui, là, il va m'attaquer. Donc on développe ça. Mais on a vu, même en France, de la région de Mulhouse, il manquait de tout. Il y a des autres endroits où ils n'avaient plus de masques. Oui, les respirateurs, il n'y en a plus dans un pays comme la France. Donc, ça veut dire que cette guerre-là, les seuls arguments qu'on a, c'est le confinement pour l'instant. Le temps de voir clair. Et l'autre aspect dans cette guerre, et c'est là où ça devrait être positif, quand lui, il en parlait, ça a été un boom. Rapidement, et tout le monde en même temps. Mais il y a un aspect positif qui est l'aspect technologie. C'est pour ça que, comme dit le cochon, il y a des choses qu'on avale, il y en a qu'on rejette.
dans l'aspect positif de ça, c'est que de ces technologies et de ce développement, c'est que c'est elles qui sont aussi en première ligne. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Mais on va revenir D'ailleurs, on parle de télémédecine que maintenant... On va revenir tout à l'heure là-dessus. On marque d'abord une courte pause. Oui. On revient dans quelques instants à la fois pour évoquer comment l'Afrique fait face à cette pandémie, tout en gardant ses codes de sociabilité. Puis, dans la troisième partie, on verra justement les enseignements possibles à tirer de ce vide. À tout de suite. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Comment le continent africain fait-il face, lui, au Covid-19? On en parle après ce sujet signé Faba Maron. Après les continents asiatiques et européens, l'Afrique pourrait devenir le prochain foyer du nouveau coronavirus. Un temps épargné par la pandémie, le continent africain est désormais touché par la propagation du Covid-19. Par conséquent, plusieurs stratégies sont adoptées. Liaisons aériennes et maritimes coupées, renvoi de touristes chez eux, mesures de confinement strictes prises pour les voyageurs provenant des pays à risque. Partout en Afrique, les autorités commencent à prendre des mesures plus ou moins restrictives pour éviter l'arrivée du virus dans leur pays ou freiner sa propagation. Au-delà de l'Afrique du Sud, il faut saluer les décisions prises par le Maroc, par le Kenya, par le Rwanda, le Cameroun, l'Ouganda, des mesures extrêmement énergiques et qui priorisent la santé et le bien-être des populations. Ce sont des décisions qui ont bien sûr un coût économique, mais qui sont nécessaires. Quand on parle de fermeture de liaisons aériennes, on parle de restrictions, voire d'interdiction d'entrer sur le territoire de personnes provenant de zones à risque, mise en quarantaine de voyageurs, des fermetures d'écoles, des interdictions de rassemblement. Tout ça, ce sont des mesures extrêmement énergiques, mais qui sont également nécessaires. Désormais, la majorité des pays africains détient au moins un cas de personnes testées positives au nouveau coronavirus. Les pays les plus touchés sont l'Égypte, qui a enregistré le premier cas sur le continent et qui se retrouve avec plus de 100 cas et 2 décès. Au 16 mars 2020, l'Afrique du Sud comptait 51 cas, l'Algérie 48, le Maroc 29 ou encore le Sénégal 27, dont 2 guéris. Ce dernier a vu le chiffre grimper en l'espace de quelques jours, alors que récemment, les 4 premiers cas semblaient être maîtrisés. Une réunion d'urgence a ainsi été convoquée samedi 14 mars 2020 au palais présidentiel par le président sénégalais pour rendre public d'importantes décisions. Renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. La suspension des formalités nationales liées au pèlerinage pour l'année 2020. Suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de 3 semaines à compter du lundi 16 mars 2020. C'est en décembre 2019 qu'une épidémie de coronavirus est déclarée dans la ville de Wuhan, en Chine centrale. Celle-ci est causée par un nouveau type de coronavirus, d'abord nommé 2019 nCoV, puis renommé SARS-CoV-2. Mais ce n'est qu'en janvier 2020 que les autorités sanitaires chinoises annoncent officiellement sa découverte. Après avoir déclaré une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé OMS rebaptise le nouveau coronavirus en lui donnant le nom de Covid-19 le 11 février 2020. Depuis le 11 mars 2020, l'épidémie est officiellement reconnue comme une pandémie. 30 pays africains déjà touchés, 400 cas détectés et 8 décès. Docteur Sayave Nyumo, commençons par le commencement. Vous êtes médecin chirurgien, c'est vrai, vous n'êtes pas virologue, mais de ce que vous savez de vos collègues virologues, ce virus s'éteint-il effectivement au contact de la chaleur? Bonne question. Il y a même les plus grands virologues ne pourront pas répondre à cette question. On sait par contre que les virus en général, et celui-là, à une certaine forte température, ne pourra pas résister. C'est quoi forte température dans ce cas précis? Au niveau de l'OMS a défini que ce n'est pas la peine de penser qu'au-dessus de 27 degrés, comme disaient certains scientifiques, que le virus meurt. C'était ce que certains scientifiques avaient dit. C'était autour de 50 degrés. Voilà. C'était autour de 50 degrés.
la température corporelle, elle est de 37 degrés. Mais, et pourtant. Le premier réflexe du corps, quand il a attaqué, c'est d'augmenter sa température. Donc la fièvre. D'où la fièvre. Voilà, d'où la fièvre, c'est le premier moyen de défense de l'organisme. Mais, et pourtant, donc, il ne faut pas tabler là-dessus, croire que le soleil ou la chaleur en Afrique va nous protéger. En réalité, le faible nombre de cas détectés en Afrique vient alors d'un déficit de diagnostic. On ne peut pas non plus le dire, parce que même ici, on ne diagnostique pas tout le monde. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'en Afrique aussi, ils ne diagnostiquent pas tout le monde. Donc, ce n'est pas lié à ça. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça. Alors, il y a plusieurs théories. Est-ce que la prédominance du paludisme à l'état chronique, comme on a dit que c'était sensible à certaines chloroquines, mais ça c'est en laboratoire. Hein. Ouais. Le même virus, je le pose ici, je vais dire qu'il est tué par cette lampe. Donc ce n'est pas, c'est pas prouvé. Il n'y a donc aucune caractéristique particulière liée à l'Afrique qui détermine un rapport particulier à ce virus. On pourrait aussi, parce qu'au lieu d'aller toujours dans le côté négatif, on pourrait aussi penser que les expériences passées, il y a eu beaucoup de pandémies avec Ebola et autres en Afrique, ont laissé des traces, ou que peut-être on fait une Ebola n'a pas touché vraiment. On n'a pas touché beaucoup de monde, mais beaucoup de pays s'étaient déjà préparés, et beaucoup de gens se sont préparés un peu à ça. Alors est-ce que, je ne sais pas, mais personne ne pourra répondre aujourd'hui à cette question, et peut-être, et c'est là où il faut être vigilant, peut-être que ça ne fait que tourner. Et que le virus a une direction comme un peu dans la méningite qui se déplace souvent d'est en ouest, donc qui passe d'un côté à l'autre. Peut-être que notre tour arrive. Donc préparons-nous pour que ça n'arrive pas. Ibrahim El Ali, très rapidement, on vient d'entendre le président sénégalais Macky Sall annoncer des mesures importantes pour à la fois contenir le virus, mais et éviter qu'il y ait de nouvelles contaminations. En fait, c'est le but. On va dire que le continent se mobilise très bien. Oui, il se mobilise très bien. D'ailleurs, il n'y a pas que le président sénégalais. Hier, il y a eu un décret du président Ouattara qui a également pris les mêmes mesures un peu, arrêt des universités, puis toutes les mesures de confinement, pas comme en France, mais en tout cas, les respects des mesures ont été décrétés en Côte d'Ivoire, mais tous les pays africains commencent à s'y prendre, à se prémunir. Mais maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des cas de patients qui étaient malades, c'était des touristes ou des Français qui revenaient au pays. C'est ça. C'est ce qu'on a constaté. Donc, et il n'y a pas de patients qui soient restés en Afrique. Et qui a été, en tout cas, le patient zéro n'est pas africain, je veux dire. Il a dû venir de quelque part. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, les experts, comme il disait le docteur, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'Afrique n'est pas encore touchée. Est-ce que ça va être notre tour demain? On n'en sait rien. Mais c'est bien que nos gouvernants, nos chefs d'État prennent déjà des mesures pour déjà se préparer. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est à recommander fortement, en tout cas. Président Zamba. Oui, écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas rester sur la circonstance que les cas en Afrique ne sont pas importants, ne sont pas nombreux, ou croire en une sorte de chance de l'Afrique ou de bonne fortune, ou croire en une sorte d'immunité liée à cette maladie que les Africains auraient en particulier. Il faut plutôt, puisque comme on dit, gouverner c'est prévoir. C'est ça. Voilà, quand on est un bon dirigeant, on ne table pas sur des hypothèses. Voilà, on doit avoir le contrôle de la situation. Voilà, parce que comme on a dit tout à l'heure, la santé c'est un élément de l'ordre public. Ça fait partie de la sûreté de l'État. Donc parce que l'important pour un État, c'est de veiller à la santé de ses citoyens. Donc, pour veiller à la santé de ses citoyens, il faut au préalable être maître de ses frontières. Ça, c'est important. Donc, il faut que les contrôles au niveau des frontières soient des contrôles stricts. Voilà, il faut avoir les outils pour repérer les personnes qui sont positifs. Donc, il faut avoir ces outils-là aux frontières. Ça veut dire que donc l'État doit mettre les moyens. Donc, ça, c'est très important. Et donc, il faut mettre en place tout aussi bien au niveau du repérage, au niveau des frontières. Oui. Donc, il y a le contrôle aux frontières. Il y a ça. Et ensuite, il faut mettre en place aussi, après les frontières, il faut les dépistages. Il faut dépister. Il faut avoir les outils pour dépister. Ouais. Et enfin, il faut avoir aussi des centres d'isolement. Il faut des structures sanitaires. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où les dirigeants africains doivent mériter leur titre de dirigeant. Voilà, ils doivent donner, ils doivent faire la preuve aux populations qu'ils sont prêts à tout pour les protéger. Voilà, il ne faut pas s'arrêter au slogan en disant que oui, c'est
une maladie importée, nous, tout va bien, on a le soleil, etc. Ça, ce sont des slogans. Il faut poser des actes concrets, c'est-à-dire que répondre le contrôle des frontières, dépister les gens au niveau des frontières. Ceux qui sont testés positifs, ceux-là, il faut les mettre dans des centres prévus pour ça, des centres d'isolement, prévoir des possibilités de traitement, et puis mettre en place des structures. On a vu que la Chine, en 10 jours, a monté des hôpitaux d'urgence. Hein, on a vu. Bon. Donc, au Nigeria, ils sont en train de le faire aussi. Ils sont en train de mettre en place quelques jours, la Chine a construit des hôpitaux, effectivement. Oui, mais au Nigeria, ils sont aussi en train de le faire. Donc, c'est pour dire qu'en Afrique, c'est possible. Tout est question de volonté politique. Ouais. Donc, de priorité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est d'éviter l'hécatombe. Oui. Éviter l'hécatombe, c'est devenir responsable. Devenir responsable, les autorités doivent prendre des responsabilités pour que la population suive. Donc c'est ça, moi quand je pense qu'il y a des États où même pour avoir accès à l'eau, c'est difficile, alors dire aux populations de se laver les mains tout le temps alors que déjà pour avoir accès à l'eau, c'est tout un problème, c'est contradictoire. Donc tout ça, bon, je ne veux pas anticiper sur les leçons qu'on va tirer à la fin de cette émission, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants africains doivent prendre les responsabilités. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de les voir le faire, mais là, ils sont contraints par l'histoire. Ils sont contraints. Il faut le dire. Deux petits mots. Je crois que quand même les dirigeants africains ont bien pris la mesure. Nous, on était au Mali il n'y a pas très longtemps et effectivement, à l'arrivée à l'aéroport, il y avait une prise de température, ce qu'au retour en France, je n'ai pas eu. Donc les chefs d'État africains, bien qu'ils soient démunis en infrastructures sanitaires, en tout cas, ils ont bien pris la mesure et ils ont réagi très rapidement. Il faut le reconnaître. Et je fais observer que le président sénégalais Macky Sall a annoncé ces mesures bien avant son homologue français. Hein. C'est ça. C'est la preuve, effectivement. Que le continent a pris la mesure de l'enjeu, mais très rapidement. Et docteur Nyumo, est-il possible de mettre en œuvre le confinement en Afrique? Bon, ce n'est pas une question de possibilité ou non. Si ça s'impose, on sera obligé de le faire. Alors, le confinement en Afrique, il est compliqué par notre tissu social. C'est ça. Notre tissu social. Nos codes de sociabilité. Alors, c'est pour ça que s'il faut le mettre en œuvre, qu'on le mette en œuvre, il faut des mesures d'accompagnement extrêmement importantes. Vous voyez, la petite dame, c'est ce qu'elle a vendu au marché aujourd'hui. C'est avec ça qu'elle va manger à la maison, qu'elle va nourrir sa famille. Si on la pose à la famille, elle n'a rien à manger. Donc, on l'empêche de sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour elle? Mourir pour mourir, elle préférera quand même sortir. C'est là où on voit la différence. Donc, hier, enfin je veux dire ce 16 mars, le président français annonce la garantie de 300 milliards d'euros comme garantie aux banques pour qu'on allège les charges à la fois pour les entreprises et aussi les possibilités de remboursement. Mais là, qu'on mobilise des taxis pour toutes les on est dans un contexte social et économique difficile. On est dans un contexte différent, mais c'est comme il disait tout à l'heure, c'est là où ça va être une gifle pour chaque dirigeant de comment il va gérer sa crise. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour sa population? Est-ce qu'il peut la confiner? Et s'il la confine, qu'est-ce qu'il met pour que la population survive? Donc, il faut dire, moi j'aimerais ajouter que le confinement c'est un luxe, que certains États peuvent se payer. Est-ce que tous les États ont les moyens du confinement? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Parce que nous, en Afrique, on a la chance d'être le continent qui peut s'inspirer de l'exemple et des leçons des autres continents où ça se déroule avec une force, avec une grande force. On peut tirer les leçons de la Chine, on peut tirer les leçons de ce qui se passe en Europe pour pouvoir mieux faire. Voilà, maintenant... La Chine a confiné Wuhan. Ah oui, voilà, c'est-à-dire que... personne ne pouvait sortir. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cette nécessité-là. S'il faut sauver la population... diriger, ça peut être difficile. Ça implique aussi de prendre des décisions difficiles. Voilà, c'est ça même, comme disait le général de Gaulle, plus la crise augmente, mieux le devoir de gouverner s'impose. Donc c'est ça. Donc c'est maintenant qu'il faut déjà imaginer. Il ne faut pas attendre que le péril arrive. Il faut créer des laboratoires. C'est-à-dire que dans des ministères, ou dans le ministère de la Santé, il faut qu'il y ait une équipe qui doit déjà réfléchir sur toutes les mesures à prendre au cas où on passe d'un point à un autre point de la crise. Il ne faut pas attendre, en fait. Alors, il y a une espèce de fatalité, finalement. Parce que non, il faut on ne peut pas mettre en œuvre la fatalité. Il n'y a pas vraiment de fatalité. C'est-à-dire qu'il faut... Comment, si certaines mesures sont impossibles à mettre en œuvre? Ah non, ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah ben on vient de voir que le contexte social et économique ne permet pas le confinement, par exemple. Oui, mais cher ami, parce que l'évolution des mentalités pour un peuple peut
peut aussi provenir d'un concours de circonstances historiques. C'est-à-dire que les gens peuvent changer de leur façon d'être quand les besoins l'exigent, quand c'est une question de survie. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une certaine façon de vivre à une autre façon de vivre. C'est pas la question que La question, c'est si on ferme les marchés, on sait que la majorité des Africains ne vont pas dans les supermarchés. Non. On est d'accord. Surtout en milieu rural, on fait ses courses au marché. Si on ferme les marchés, on confine tout le monde à la maison. Le pêcheur ne peut plus sortir, le chasseur ne peut plus sortir, l'agriculteur ne peut plus. Tout le monde reste à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais justement, c'est ce qu'on disait. C'est que le gouvernement, c'est ça son rôle. C'est ça. De montrer que quand il y a la crise et que la crise est très sévère, il peut toujours proposer des solutions. Si je les confine, même ici, il les a confinés. Rationner les populations. Il faut rationner. C'est comme en guerre, en période de guerre. Il faut rationner. Il faut avoir des points de ravitaillement qui sont gratuits. Des points de ravitaillement gratuits. Il faut organiser tout ça. Il faut réquisitionner. Après, le problème, ce sont les infrastructures. C'est-à-dire que quand par exemple, on a des boulangeries qui fonctionnent, on peut les réquisitionner. Et puis racheter aux boulangers leur pain et tout ça, et puis rationner, mettre en place, parce qu'en Afrique on a les chefs de quartier qui jouent un rôle important, responsabiliser les chefs de quartier, les chefs de bloc, c'est une question d'inventivité, il faut être inventif. Je crois que la vie sociale en Afrique est assez élaborée pour que les gens puissent s'organiser. Mais dans le discours de Macky Sall, déjà il y avait une prémisse de solution. Effectivement, on ne pourra pas faire un confinement total en Afrique parce que les gens ont besoin de vivre. Et nos États, ils ont tellement peu de moyens financiers qu'ils ne pourront pas, en tout cas allouer des fonds pour un peu soutenir ces gens-là, leur population. Mais ce que Macky Sall a dit ici, là, il y a une prémisse de solution. Il a dit, on va déjà interdire le pèlerinage, limiter le pèlerinage. Évidemment. Donc, déjà, si on arrête un peu les lieux de culte, les lieux de rassemblement, déjà on fait un bon travail et permet juste que le tissu économique et social continue à fonctionner tout en limitant les regroupements. C'est déjà une bonne mesure. Et n'oubliez pas une chose, les pays africains sont habitués au couvre-feu. C'est vrai. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré donc à la pandémie du Covid-19. Alors, cette pandémie sera-t-elle sans conséquences pour le continent? Quelles leçons peut-on en tirer? On en parle, mais avant, suivons ce sujet signé Nelly Claude Ebenessa. Le continent africain est progressivement atteint par la pandémie de coronavirus. Avec une spectaculaire progression, plus de 14 pays africains ont déjà été atteints par le Covid-19. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision Africa 24, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a exprimé l'impact de la pandémie de coronavirus en Afrique. The coronavirus is going to have a huge impact on the economy of the world. More globally. L'épidémie du coronavirus Covid-19 aura un impact négatif sur l'économie mondiale globalement, mais aussi l'économie de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique du Sud, nous analysons déjà l'impact qu'elle pourrait avoir. Nous avons déjà l'impact négatif au niveau du tourisme, qui est un secteur très porteur de notre économie. Nous observons déjà une baisse dans le nombre de visiteurs en Afrique du Sud, avec une baisse considérable du nombre de vols vers le pays. Flying into South Africa are coming down. Les pays africains intensifient les mesures de riposte contre la pandémie. Certains ont déjà entrepris de fermer leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes avec leurs voisins. D'autres ont limité l'accès des citoyens étrangers issus des pays à risque dans leur territoire. Des mesures qui contribueraient à fragiliser l'économie des pays africains touchés par le coronavirus. Already you can see that the
travel to South Africa from Europe is going to be... Déjà, les vols de l'Europe vers l'Afrique du Sud prendront un coup, mais nous prenons des dispositions pour protéger nos citoyens de ce virus. Nous voulons aussi pouvoir contrôler l'impact négatif du virus sur notre économie. Bien que nous savons que notre économie, comme le reste du monde, subira un effet négatif de cette pandémie, car les relations économiques sont conduites par des relations interpersonnelles et interbusiness. Nous devons donc chercher à protéger notre économie, mais nous devons protéger nos citoyens en priorité. are going to be negatively affected because... Précisons que 121 expatriés sont arrivés ce 14 mars en Afrique du Sud. Les citoyens rapatriés ont été mis en quarantaine pour une période initiale de 21 jours qui pourrait être prolongée si toutes ces personnes présentent des symptômes de Covid-19 sur le site identifié. Ibrahim El Ali, très rapidement, on l'a entendu, le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, en même temps président d'exercice de l'Union africaine, le dit très clairement. Si au départ c'était une crise sanitaire, elle est déjà une crise économique. Oui, absolument. L'OCDE prévoit déjà qu'on va retomber sur une décroissance comme en 2008 et sûrement plus. Mais les pays africains seront lourdement impactés parce que quand on regarde les recettes budgétaires de nos États d'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est principalement de la douane. Des recettes de douane qui viennent des importations de Chine, d'ailleurs, qui sont pratiquement en arrêt. Quand on regarde les pays qui ont des revenus de pétrole, pratiquement avec la baisse du pétrole suite à ce virus, coronavirus, on est à 30 dollars le baril pratiquement. Et vous savez que nos pays, ils sont en zone offshore. En zone offshore, le coût de production seulement, il monte autour de 40 euros. On a fait des investissements de pétrole avec des pétroles à 100 dollars. Donc, nos pays, déjà, ils sont frappés par le FMI en surendettement, ils seront lourdement frappés. Et économiquement, c'est pour ça que l'Afrique doit rebondir maintenant, de se repenser une nouvelle forme d'économie qui soit plus inclusive. Et d'ailleurs, on voit bien le souci des différents chefs d'État actuellement, c'est la question sanitaire, parce que c'est leur voie électorale, elle va toujours, tout de suite. C'est un aspect important pour l'opinion publique. Et la question de la santé, la Côte d'Ivoire comme le Sénégal ont mis la couverture universelle sur certaines maladies. Absolument. C'est évident qu'il faut repenser toute la structure sanitaire et je pense tout le système sanitaire. Et comment il peut être diffusé dans tout le territoire et pas seulement être localisé dans des capitales. On le sait, ce n'est donc plus un secret, la crise est économique, elle sera économique, elle est déjà d'ailleurs économique très rapidement, et ça y avait, nous avons dit, et moi j'ai toujours un besoin vital d'équilibre dans mon émission, nous l'avons dit, nous avons stigmatisé les puissances, les grandes puissances dans cette émission qui aujourd'hui sont frappées et difficilement par le virus, le coronavirus. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que le continent africain, qui se vante d'être le continent le plus peuplé, qui se vante d'avoir la population la plus jeune, la plus dynamique du monde, n'a pas les moyens de protéger cette population. Et nous attendons aujourd'hui le vaccin des autres. Oui, c'est une question fondamentale et c'est aussi une question de stratégie, de vision politique. Encore une fois, on revient toujours là-dessus. Vous voyez, il y a des pays où vous allez, si vous comptez le nombre de respiratoires dans tout le pays, peut-être il y en a 2 en état de fonction. Peut-être 2. Pourquoi? Vous allez là-bas, le médecin qui doit prendre en charge le coronavirus n'a pas de gants, il n'a pas de, il n'a pas de masque. Vous voulez comment il va faire? Il ne va pas venir. Et le personnel ne va pas venir. Ça veut dire que, comme il l'a dit tout à l'heure, il faut repenser tout le système. Et deuxièmement, il y a des parties qui relèvent presque de la souveraineté nationale. Oui. Vous voyez ici, qu'est-ce que l'État a fait? Réquisitionner tous les fabricants de gel, même des parfumeries ont été transformées en fabricants de gel hydroalcoolique. Et pendant ce temps, vous attendez que la France vous envoie des gels? Vous n'aurez jamais rien. Comment se fait-il que vous, toute cette région, vous n'en avez pas? Si la situation n'avait pas décru en Chine, on n'aurait même pas un seul masque, on n'aurait pas une seule blouse, on n'aurait rien du tout face à ça. Ça veut dire... Or, on est quand même, quand on prend localement, on a des organismes comme, même localement, ou au niveau de l'Union africaine, ou au niveau, par exemple, de la CEDEAO, il y a l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. On pourrait soutenir des initiatives locales qui peuvent devenir une initiative régionale, parce qu'on sait que cette initiative-là, on en aura besoin très rapidement. La question fondamentale aujourd'hui, Brice Nzamba, c'est... À quoi ça sert d'avoir une population dynamique et jeune
si le moindre petit virus suffit pour nous décimer, ça veut dire quoi? Il faut investir dans la recherche. Monsieur Nyoumou a parlé de souveraineté et ne pas attendre des autres le vaccin. Il faut investir dans la recherche, c'est ça qu'il faut. Oui, mais en fait, on en revient toujours à la question de la souveraineté, hein. C'est-à-dire que la santé est un aspect de la souveraineté d'un État, du contrôle notamment de la souveraineté d'un État, parce que si vous n'avez pas le contrôle de la santé de vos populations, vous n'avez le contrôle de rien, à vrai dire. Puisque la population, c'est un élément important de l'État. Hein. Comme on sait, l'État, bon, il y a la première richesse. Il y a le territoire, il y a la population, il y a la puissance publique. Donc, une population en bonne santé, c'est fondamental, puisque comme vous l'avez dit, c'est la première richesse d'un État. Donc, aujourd'hui, c'est important d'investir aussi bien dans le système sanitaire, parce que c'est une honte de voir des dirigeants africains qui vont se faire soigner en Europe. Hein, c'est une honte, parce que quand on dirige un État, on doit penser à mettre en place un système sanitaire adéquat. Et donc le système sanitaire exige qu'on puisse avoir des écoles de formation de médecins, des infirmiers et des laboratoires, de recherche, parce que ça va de pair, tout ça va de pair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à avoir un système sanitaire sans avoir des écoles de formation, sans avoir des laboratoires de recherche. Il y a des médecins quand même. Oui, il y en a. Il y a des centres de formation de avec on ne peut même pas contrôler la qualité de l'aspirine que je prends. C'est ça, c'est une autre question. On est tout à fait d'accord. C'est avec quel outil? Et c'est pour toujours dépendre de l'aide extérieure. Voilà. Je pense que je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pique de la Chine aux États-Unis, en disant qu'on va voir comment les États-Unis vont gérer leur crise. Parce que c'est un élément de prestige national qui est d'être en mesure de gérer soi-même une crise qui naît dans d'apporter des réponses autonomes. C'est même un élément de la souveraineté. Hein. C'est comme un individu qui dit qu'il est majeur, il est adulte, mais qui n'est pas capable de s'assumer. Donc je pense que nous, les États africains vont être contraints de gagner en qualité dans la responsabilité. Donc, cette crise va être obligée de les mettre devant les responsabilités. Il y a 4 mois, quelque part, c'est une bonne chose. Il y a 3-4 mois, personne ne pouvait s'imaginer qu'on serait là en train de faire une émission sur cette pandémie. Personne ne pouvait le soupçonner. Que nous disent les laboratoires occidentaux? Le vaccin pourrait être disponible d'ici septembre. Docteur, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer une fois que le vaccin est disponible? Comment l'Afrique aura-t-elle assez? On l'a vu, hein, d'ici 7 ans, l'Afrique ne va pas construire des laboratoires de recherche, investir dans la recherche et mettre au point un vaccin pour elle. Non, ce n'est pas possible. Non, on va dépendre encore une fois des autres. Mais comment ça va se passer, le mécanisme? Je ne vais pas revenir sur la polémique de Donald Trump avec l'Allemagne qui veut réquisitionner un laboratoire de fabrication de vaccins allemands. On ne va pas revenir là-dessus, mais on voit bien que là aussi, c'est un enjeu important. Absolument. C'est un enjeu important parce que quand il y aura le vaccin, ils vont se protéger d'abord quand même. Ça, c'est prioritairement. Moi, je le crée chez moi en France, je vais d'abord protéger les Français. Ce qui est... Et s'il y a rupture de stock, l'Afrique attendra. Et nous, bon, s'il y en a plus, on va commander. On va demander à l'usine de produire plus. Parce que nous aussi, on en veut, selon les capacités de l'usine. Puisque ce n'est pas nous qui avons investi dans cette usine. Donc, du coup, ça sera selon les capacités qu'on pourra avoir aussi ces vaccins-là. Alors, vous êtes... Donc, au fond, si d'ici septembre, un vaccin est mis au point, c'est peut-être en 2021 que l'Afrique en aura assez. Bon, il faut compter sur un peu la coopération politico-géostratégique pour que le laboratoire, en produisant, tienne compte de nous et qui nous donne aussi quelque chose. Mais bon, c'est compliqué. Ce n'est pas toujours très simple. Et ce vaccin... Ce sentiment de vulnérabilité... Et ce vaccin, peut-être que quand il sera prêt, est-ce que ça sera pour vacciner les gens ou bien pour attendre une prochaine session? Oui, mais c'est... Moi, il y a un aspect important que je voudrais soulever, qui me semble le plus important pour l'Afrique d'ailleurs. Parce qu'ici, en 2020, les accords de Cotonou vont être renégociés. On parle d'une zone de libre-échange où les recettes budgétaires qui étaient sous la douane, il y aura un libre-échange, il n'y aura plus de douane. Donc l'Afrique doit repenser impérativement. Et la première de ses préoccupations, c'est
de renforcer les capacités de nos États. Quand vous prenez un pays comme le Mali qui a un budget de 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, tu payes l'armée, l'éducation, tu payes les fonctionnaires, il ne te reste rien pour faire de la santé. Donc il faut renforcer, alors que c'est le troisième producteur d'or. Il faut renforcer les capacités budgétaires. Déjà, les multinationales ne payent pas d'impôts dans nos pays parce qu'ils font de l'optimisation fiscale. Ici, Macron a pris une décision sur les GAFA en disant on va fiscaliser le chiffre d'affaires, non le bénéfice. Donc nos chefs d'État... Il faut relativiser la politique de Macron. La politique non, mais je ne parle pas de Macron. Ce que je veux dire, on a compris. On laisse Macron. Ce que je dis que nos chefs d'État doivent avoir des budgets qui sont à 100 milliards de dollars et non 4 milliards de dollars quand on est producteur de toutes les richesses. Et cela, c'est ça qui nous permettra de soutenir la santé, l'éducation et autre chose. Et pour cela, on ne peut pas le faire pays par pays, il faut le faire en région, en sous-région, et fiscaliser les multinationales qui sont les premières concernées. Quand vous imaginez que dans le bassin du Congo, tout le pétrole est prélevé, ils ne payent pas d'impôts. Au moins, cet impôt permettrait de mettre la santé et de diffuser la santé. On aurait les hôpitaux partout, on aurait la santé partout. Et nos chefs d'État sont la plupart du temps ligotés parce qu'ils fonctionnent seuls. Il faudrait qu'ils travaillent en collaboration ensemble pour pouvoir imposer cela. C'est ce que d'ailleurs Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, président exercice de l'Union africaine, vient d'édiquer. Autre leçon, Brice Nzamba, à tirer de cette oui, pandémie. Alors moi je dirais que, en fait, tout est question de volonté politique, puisqu'on voit nos chefs d'État, surtout certains, quand ils sont motivés pour conserver leur pouvoir, ils sont prêts à dépenser des milliards pour l'armement militaire. Ils sont capables de ça. Donc le problème, ce n'est pas tant l'argent qui manque en Afrique, il faut le dire, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté politique. C'est-à-dire qu'on a affaire à certains dirigeants, Dieu merci que tous les dirigeants africains ne sont pas logés à la même enseigne, il y a certains dirigeants politiques africains, des chefs d'État, qui considèrent que le système sanitaire, c'est le cadet de leurs soucis. Voilà, parce que la population est abandonnée à elle-même, ce qui fait qu'il n'y a pas une volonté d'investir dans les infrastructures sanitaires, il n'y a pas une volonté de pouvoir mettre en place un vrai système de santé rationnel qui pourrait répondre aux besoins des populations. Parce qu'aujourd'hui, quand on sait que pour chaque Africain, il y a à peine $78 pour la santé, $78. Voilà, quand on va aux États-Unis, c'est 9 000 et quelques dollars. Oui. En Afrique, c'est $78. Ça, c'est des études récentes. Oui. Donc, c'est pour dire que la crise à laquelle on fait face aujourd'hui doit inciter nos dirigeants à considérer que le système sanitaire, c'est crucial, c'est vital. Voilà. Docteur Sayave Nyumo, un dernier point, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps dans cette émission. On l'a vu en Chine, la courbe a atteint son pic, puis elle est redescendue. Alors en Europe, on espère que le pic ne cause pas trop de dommages. On va espérer la même chose pour l'Afrique. Le pic pourrait être atteint quand véritablement, parce que là on pense en France que d'ici 2 semaines ça va être le pic, d'où la mesure de confinement décrétée ce 16 mars. Pour l'Afrique, on va dire quoi? Alors pour l'Afrique, ce qu'on espère, c'est que la courbe reste assez plate et qu'elle finisse par décroître ça, c'est ce que vous espérez. sans remonter, parce que bon, on est dans une période où c'est vraiment mondial. Et on se rend compte que, bon, en Afrique, c'est un peu plus réduit. On espère simplement que ça reste là et que d'ici 1 mois, on n'en parle plus, sans avoir eu des cas importants. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller dormir en pensant qu'on est quoi. Il y a énormément de solutions. Même nous, quand vous avez votre politique et votre émission, mobilisation de l'Afrique, on est tous mobilisés. Nous, on a eu, il y a une semaine, une réunion avec tous nos ingénieurs pour trouver qu'est-ce qu'on va offrir comme solution de télémédecine aux États. Donc, on est tous mobilisés. Merci, docteur Sayave. Il faut dire à nos téléspectateurs sur le continent, s'il y a un charlatan, un pasteur ou un soi-disant prophète qui vous dit qu'il a une solution, une boisson contre le coronavirus, fuyez-le. S'il y en a qui vous dit qu'un coup de pied dans le ventre vous fera partir le virus, fuyez-le. Pour l'instant, tenez-vous-en aux recommandations des autorités sanitaires de vos pays respectifs. Merci. Merci, docteur Sayave Nyumo. Vous êtes médecin et chirurgien. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Comme toujours, Brice, nous avons analyste politique. Merci à vous également d'avoir apporté votre contribution à la compréhension de cette problématique. Merci à vous également. Ibrahim El Ali, je rappelle que vous revendiquez fortement vos origines africaines. On l'a vu ici, vous maîtrisez effectivement les questions du développement sur le continent. Merci. Merci à vous. Merci à vos auditeurs. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.